Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Ma moitié d'orange de Jean-Louis Bory et la fin ainsi que le commentaire et la présentation d'un autre extrait de Michel Manceau. Suite. Dans mes pires moments de faiblesse ou de fatigue, je la sens qui se lève, plus moelleuse que molle, sournoise, elle sort de ma nuit. Masculin, féminin, jeu sur les prénoms, les emblèmes des sexes, les métaphores de la féminité, volubilité et invention verbale. Sur la portée du témoignage, confère Ergis Solaire, l'identité sexuelle, sur ce sujet, le roman français, au XIXe siècle, a devancé la psychanalyse, Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gautier, Sarrasine et la fille aux yeux d'or, de Balzac. Une œuvre fondamentalement inquiète et qui transmet euphoriquement une inquiétude tout-terrain, un inconfort qui a ses lumières, d'Auster. Pascal Jardin, 1934-1980, appartient à la génération suivante, mais les hasards de l'histoire ont fait de ce fils d'un haut fonctionnaire malencontreusement chef de cabinet de Pierre Laval à Vichy, le témoin fasciné, à 9 ans, des grandes heures à la collaboration, de l'occupation, de l'épuration. Ce qu'il a vu ou ce qu'il a cru voir, car souvenirs, fantasmes, fabulations sincères se mêlent ici dans un cocktail assez grisant. Pascal Jardin l'a projeté dans une suite autobiographique, vouée manifestement à la réhabilitation de son père authentique, Jean Jardin, et tout imprégné de la magie de Paul Morand, son père littéraire. La guerre à 9 ans, 1971, guerre après-guerre, 1973. Le nain jaune, 1978. La bête à bon Dieu, 1980. Mondain et marginal, snob et exclu, Pascal Jardin n'en finit pas de se retrouver dans une enfance dorée et tragique, les névroses de l'adulte et la vocation de l'écrivain. Ce hussard blessé a moins convaincu dans ses romans, scénariste et dialoguiste de cinéma ayant contribué à près de 100 films, il a au moins une fois écrit une histoire exemplaire, Le Vieux Fusil, 1973, où l'on retrouve dans son sens de visionnaire pour les images de l'occupation en France. L'autobiographie n'est plus aujourd'hui le privilège du grand âge ou du milieu de la vie. On va donc y retrouver des auteurs plus jeunes qui rendent compte de notre époque, par son titre, par son projet, par son exécution. Grand reportage de Michel Manceau nous paraît l'une des autobiographies les plus représentatives de ces dernières années. Comme dans Les mots pour le dire de Marie Cardinal, la narratrice fait coïncider le récit d'une psychanalyse, la rétrospective d'une vie, la prospective d'un avenir difficile. L'histoire échappe ainsi à la banalité de l'ordre chronologique et prend l'aspect d'une composition éclatée, conforme à l'investigation analytique. Journaliste engagé à gauche, puis dans le gauchisme, Michel Manceau connaît les désillusions du militantisme, l'épreuve du chômage, la lutte contre la dépression nerveuse. Du meilleur journalisme, l'écriture a les vertus et les limites, mais la composition, concertée et dramatique, a l'efficacité du meilleur montage. Peut-être le pouvoir de communication et d'information s'obtient-il au détriment de la recherche littéraire, dont on sent l'auteur capable. La même remarque vaudrait pour Un fils rebelle d'Olivier Todd, Le refuge et la source, L'ère des ruptures de Jean Daniel, pour citer quelques écrivains rompus au métier du journalisme. Au contraire, Bernard Franck, obsédé par cet univers du journalisme parisien, invente, en marge de l'autobiographie, une forme qui n'appartient qu'à lui, faite de chroniques, de souvenirs d'enfance, de mise en scène de ses névroses et de parodies allègres. Le succès de Sol, 1980, a fait oublier la réussite de Un siècle débordé, 1970, qui annonçait les thèmes en vogue dans la décennie. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.